Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vous avez publié en novembre vos résultats financiers pour le compte du troisième trimestre. Bénéfice net qui a plus que doublé, qui a dépassé les attentes des marchés. Comment on explique ce bon résultat? J'ai commencé à regarder un petit peu, à creuser. J'ai vu que c'est intéressant, c'est que ça vient notamment de la hausse de vos revenus, plus 21% grâce à vos efforts, et on a déjà parlé ensemble de diversification, mais aussi parce qu'il sait gérer les coûts, une bonne gestion des coûts, c'est l'alliance des deux. Oui, tout à fait. D'abord, une très grande diversification des revenus, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, plus de 60% des revenus d'Euronext sont réalisés dans des activités qui ne sont pas de lien avec les volumes. Et ça, c'est délibéré, c'est cette volonté de désensibiliser vos résultats aux montagnes russes des bourses. Exactement. C'est ça. Exactement. Et puis par ailleurs, vous avez raison de le dire, une discipline de coûts qui est une marque de fabrique de la maison. Vous savez, nos coûts ont baissé d'une année sur l'autre de 2,6%, alors que l'inflation était de plus 4 dans la zone euro. Donc on arrive à battre l'inflation et à absorber l'inflation et à continuer à réduire. Vous reniez sur quoi? On gère seulement sur les gommes, comme un groupe très industriel et on réalise des synergies. Vous savez, la discipline de coût, c'est une ascèse permanente. C'est un peu comme perdre du poids, c'est une discipline quotidienne, on ne peut pas lever le pied. Et donc, si on décide de commencer demain, c'est trop tard. Et donc, ça doit devenir une culture dans l'entreprise. C'est votre patte, ça aussi, l'idée de désensibiliser, les résultats aux fluctuations des marchés, et deux, avoir une gestion très fine, pour le dire gentiment, des coûts. Euronext, quand je suis arrivé, ça valait 1,4 milliard et ça faisait 400 millions de top line. Aujourd'hui, ça vaut 8 milliards et ça fait 1,5 milliard de top line. Donc la première partie du travail que nous avons dû résoudre, traiter, c'est le survivre. Et l'indépendance requiert la performance. La performance, c'est une condition de l'indépendance. Je dis souvent aux équipes cette phrase de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, se reposer ou rester libre, il faut choisir. Ceux qui ne contrôlent pas leur performance finissent par travailler pour les autres. Et nous avons décidé de faire croître un projet européen. Et pour cela, la condition initiale première, c'était la performance. Performance, condition d'indépendance. Après, pour rester indépendant, il faut de la croissance. Cette croissance, c'est faite par acquisition. Comme on a souvent parlé dans ce studio, chaque fois qu'on a fait des grosses opérations. Et là, on est en train d'avancer vers un projet dans lequel il y aura beaucoup de croissance externe, beaucoup d'innovation. Croissance structurante. Croissance externe et croissance interne, croissance organique, en leverageant un maximum, en mobilisant tous les actifs que nous avons acquis, puisque quand même, la chose la plus importante qui s'est passée ces derniers jours, c'est qu'on a vraiment internalisé maintenant les activités de compensation dans un groupe qui est vraiment intégré. C'est-à-dire, vous savez que depuis plus de 20 ans, on était client d'une plateforme de compensation qui appartenait au groupe London Stock Exchange. Désormais, et c'est efficace, et c'est live, c'est effectif, depuis le début de la semaine, nous avons à l'intérieur du groupe Euronext une internalisation de toutes les activités de compensation des flux Euronext en Europe, à l'intérieur du groupe. Et une croissance structurante, c'est possible aussi dans les prochains trimestres, ou c'est pas à l'ordre du jour? Il faut déjà digérer tout ce qui a été fait. Non, mais l'acquisition de Borsa Italiana est très très bien avancée. Vous savez, on avait dit, pour donner quelques chiffres, parce que ça synthétise un peu l'effort et l'efficacité du projet, on avait dit, quand on a réalisé cette opération en octobre 21, nous réaliserons 60 millions de synergies à la fin de l'année 2024. Et puis, la réalité, c'est qu'on va réaliser non pas 60 millions, mais 70 millions, et non pas à la fin de l'année 2024, mais à la fin de l'année 2023. Donc on a revu cette ambition et on dit qu'on va faire 115 millions d'ici la fin de l'année 2024. Et nous les ferons. Donc le groupe a réalisé une très grande partie des synergies qui étaient attendues de l'acquisition de Borsa Italiana. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on réalise aussi la partie d'optionnalité de cette intégration. C'est-à-dire que désormais, avec l'intégration notamment des activités de compensation, on est en capacité de faire des rêves beaucoup plus ambitieux et de conduire au-delà des rêves des projets très concrets beaucoup plus ambitieux sur nos activités de dérivés. Donc quand vous avez un groupe qui fait 1,5 milliard, qui est intégré de chiffre d'affaires, qui est intégré verticalement comme il ne l'a jamais été, qui a surtout une capacité de déployer des ressources sans précédent, puisqu'on est maintenant à 2 fois la dette sur EBITDA. Oui. C'est-à-dire qu'on a... 2,2 fois, j'ai lu.
Oui, on est à 2 maintenant. On est maintenant à 2. C'était 2,6 il y a un an. Ouais, c'est ça. On est à 2 maintenant. Mais ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on a 2 milliards de liquidités disponibles, 600 millions de RCF et 1,3 milliard de cash. C'est une situation bilancielle qui est extraordinaire. On a, pour la première fois, on a généré plus de revenus du cash d'Euronext déposé à la banque que des intérêts qu'on paye aux gens qui nous ont prêté 3 milliards. Donc on est vraiment dans une situation de très grande robustesse qui nous permet de faire des projets très ambitieux. Comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, en croissance externe et en croissance. Jusqu'où la diversification? La diversification, c'est un sujet très important parce que vous devez trouver, c'est une question très importante que vous posez, le bon degré de légitimité. C'est-à-dire, évidemment, vous pouvez faire beaucoup de synergies si vous achetez la même chose. Oui. Et zéro diversification. Mais plus vous faites de synergie, moins vous faites de diversification, et plus vous faites de diversification, moins vous faites de synergie. Oui. Si je voulais faire que de la diversification, j'essayerais de convaincre les actionnaires de créer Euronext Pharma ou Euronext Food and Beverage. Là, j'aurais que de la diversification. Mais je brûlerais du capital, je détruirais du capital. Donc c'est ridicule. Par contre, il faut trouver des business adjacents, assez voisins probablement de ce que d'autres qui ont diversifié avant nous ont fait. Je pense aux activités des données, dans le post-trade, dans potentiellement la distribution de fonds, un sujet qu'on a exploré récemment. Vous pourriez y revenir sur la distribution de fonds? S'il y a des opportunités qui se présentent, pourquoi pas? Pourquoi ça a capoté? Ça a capoté parce que c'était les raisons... C'était avec Allfunds. Allfunds, c'est ça. Les raisons pour lesquelles nous avons regardé cet actif subsistent, le secteur est intéressant, les opportunités sont intéressantes. Les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas faire cette transaction subsistent aussi. C'est-à-dire savoir que nous sommes entrés en due diligence et nous avons vu un profil de croissance de l'actif qui était très différent de ce que révélait le consensus. Donc quand vous faites une transaction publique, c'est des choses, sur les marchés publics, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc on a regardé l'actif, on a décidé de ne pas faire parce que l'actif était différent de celui qui était représenté dans l'information publique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait cette transaction. Chez Euronext, vous venez de vous lancer dans le négoce de la dette de l'Union européenne. Oui. C'est une première pour vous. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. C'est passionnant. Nous avons dans le groupe Euronext une plateforme qui s'appelle MTS, qui a été créée il y a très longtemps par le Trésor italien pour permettre la liquidité secondaire de la dette souveraine italienne sur une plateforme électronique. Vous avez d'autres manières de fonctionner. Vous avez le système français des spécialistes des valeurs du Trésor, où le Trésor sélectionne une sorte de club de banque qui anime le marché secondaire. Il y a une autre solution qui est la plateforme électronique. Cette plateforme produit de la transparence et une efficacité beaucoup plus forte que le système des clubs de primary dealers, de spécialistes de valeurs du Trésor. Et donc l'Union européenne, qui est vraiment un des plus gros émetteurs de dette souveraine. Vous savez qu'après l'accord de juillet 2020 sur le Next Generation EU, l'Union européenne va lever, ou a déjà commencé à lever, 750 milliards d'euros. Ouais. C'est le plus gros émetteur souverain en Europe. Et donc, cette dette souveraine, évidemment, l'émetteur a intérêt à ce qu'elle soit cotée avec les spreads les plus étroits, et a donc décidé de demander à MTS de faire ce travail que MTS fait déjà pour le Trésor italien et aussi pour le Trésor espagnol et pour d'autres trésors en Europe. Et c'est un business assez impressionnant. Aujourd'hui, le troisième émetteur en termes de volume traité sur MTS, après l'Italie et après l'Espagne, c'est l'Union européenne. Donc on est vraiment enthousiaste. Et je pense que c'est un résultat du travail que nous avons fait depuis que MTS fait partie du groupe Euronext, puisque je suis allé plusieurs fois à Bruxelles et expliquer à la Commission l'intérêt qu'aurait cette solution pour nous tous en tant que contribuables européens. Et on a réussi, après plusieurs mois de travail, avec un commissaire autrichien qui était en charge, à faire avancer le sujet. J'ai vu que depuis le 13 novembre, Euronext permet, à travers son marché Global Equity Market, la négociation d'actions pan-européennes et américaines. Concrètement, ça change quoi? Ça permet surtout aux investisseurs retail, oui, aux particuliers, d'avoir accès sur le même marché, sur Euronext, à des actions qui ne sont pas des actions cotées sur Euronext, mais qui sont des actions américaines et des actions européennes qui ne sont pas cotées sur Euronext, par exemple des actions suisses, allemandes, espagnoles qui ne sont pas sur Euronext. Ça correspond à une vraie demande des investisseurs retail, et on a donc fait passer à l'échelle supérieure ce MTF, cette plateforme qui s'appelle Global Equity Market, qui existait déjà, mais à qui on donne une nouvelle dimension. Stéphane Boujnah, dans l'actualité, il y a ce géant du textile chinois Shein qui a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, intro qui pourrait, selon Wall Street Journal, avoir lieu en 2024. Est-ce que vous rêvez qu'un jour,
un tel mastodonte, qu'on ait une opinion ou pas d'ailleurs sur la fast fashion, s'introduise sur Euronext et pas à Wall Street? Écoutez, ça c'est les clients chinois qui décideront là où ils veulent s'introduire, mais ce que vous indiquez est quand même très intéressant. Vous savez, au troisième trimestre, 72% des introductions en bourse qui ont eu lieu en Europe se sont faites sur Euronext. Il y a une situation qui a radicalement changé par rapport à il y a quelques années, c'est que désormais, il y a plus d'IPO sur les marchés Euronext que partout ailleurs en Europe. Il y a eu 56 listings sur Euronext depuis le début de l'année, il y en a eu 20 à Londres et 4 à Francfort. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la question que vous soulevez, c'est les listings internationaux. Oui. C'est où les entreprises qui peuvent choisir vont. Voilà. Aujourd'hui, nous avons eu sur les marchés d'Euronext à peu près 12 listings internationaux. Et parmi eux, Ferrovial, une entreprise qui vaut 20 milliards d'euros, plus de 20 milliards d'euros, espagnole, qui a décidé de se lister sur Euronext. Comme Allfunds, qui était une société anglaise, avait décidé de se lister sur Euronext. Comme Universal Music Group a décidé de se lister sur Euronext. Comme Coty, le groupe américain, a décidé de se coter à Paris, sur Euronext. Donc, hors groupe européen, oui, évidemment. Oui, non, mais ce que je veux dire, en tout cas en Europe, et Universal Music est un groupe américain, les gens viennent sur Euronext, alors que peut-être il y a 5 ans, ils seraient allés à Londres. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a eu 12 listings internationaux cette année sur Euronext, il y en a 4 qui ont eu lieu à Londres. Et quelque chose qui est encore plus fascinant, vous savez, j'ai regardé les chiffres hier, on a plus de listings sur Euronext de sociétés espagnoles, en 23, que de listings de sociétés espagnoles à Madrid. Donc Euronext, parce que c'est 6 300 milliards de capitalisation boursière agrégée des entreprises cotées sur Euronext, parce que c'est 25% du trading des actions en Europe, parce que c'est 8 à 10 milliards de trading chaque jour, c'est le marché le plus profond pour les actions, c'est devenu le marché le plus profond pour les actions, avec beaucoup de travail, hein, ça ne s'est pas arrivé par hasard, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration, mais c'est vraiment un marché qui a déplacé le barycentre des cotations internationales de Londres vers le marché intégré d'Euronext. Sinon, je voulais vous faire réagir sur ces décrochages brutaux qu'on a vus quand même sur des grosses valeurs du CAC 40, entre 15 et 60% en intraday. C'est le cas de Worldline, de Sanofi ou encore d'Alstom ces dernières semaines. Est-ce que ça vous a surpris, la violence, encore une fois, de cette brutalité? Et de quoi ce phénomène de décrochage est-il la traduction, selon vous? Est-ce que c'est un manque de... Parce que les taux de l'intérêt sont élevés, ben voilà, toute déception, évidemment, est sanctionnée. Oui. On parle du CAC 40 quand même, c'est pas... Oui, mais on est dans un moment de rotation d'actifs qui est naturel, parce qu'on a vécu la hausse des taux la plus rapide et la plus importante, en tout cas le rapport croissance des taux et rapidité de cette croissance est inédit. Ça a beaucoup d'implications sur le ralentissement de l'activité, sur la structure du bilan d'un certain nombre d'entreprises. Quand vous avez des entreprises avec beaucoup de CAPEX et donc beaucoup de dettes, selon le profil de leur dette, cette remontée des taux peut consommer une partie très significative de l'EBITDA. Quand vous avez des entreprises qui sont liées à la consommation des ménages, un ralentissement de la consommation dans certaines géographies qui peuvent être très surdimensionnées, très pondérées dans leur chiffre d'affaires, peut avoir... Mais avant, ça avait un impact avec 3, 4, 5, 8% de baisse. Là, on parle de 15 à 60% en intraday. Ça, c'est les périodes de très grande rotation d'actifs où il y a une accumulation d'informations macro, plus la communication des entreprises qui est spécifique à leur performance, qui peut produire ce genre d'effet. Moi, je ne suis pas surpris. C'est vrai que ça intervient dans des marchés qui sont peut-être, de manière très conjoncturelle, un peu moins liquides. Donc ça crée une disproportion. Mon sujet, il était là voilà. aussi. Donc dans des marchés un peu moins liquides, ça peut atteindre ce genre de proportion. Mais c'est la vie normale des affaires. Vous savez, quand il y a eu le Covid, certains m'ont appelé en me disant « Ouh là là, il faut arrêter le CAC parce que le CAC ne reflète pas la valeur des entreprises. » Le CAC reflète la liquidité et le flottant. Et donc personne n'a jamais arrêté le CAC 40. Donc il y a des moments où en mars 22, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu aussi de très grands moments de rotation d'actifs. Donc là, on est dans un moment où on arrive au pricing des taux d'intérêt élevés dans le refinancement. Et au repricing. Au repricing du coût des actifs. Mais avec d'autres effets, parce que comme en même temps, les taux sont plus élevés qu'il était, significativement plus élevés qu'il y était il y a 2 ans pour les boîtes très endettées, ça pose des difficultés. Mais en même temps, on a un sentiment
qu'on a atteint ce qui pourrait être un plateau, et donc il y a une réallocation des actifs, à mon avis, du fixed income, enfin des taux vers les actions qui va s'engager. Justement, sur les actions, c'est un sujet dont on a souvent parlé ici, cette extrême concentration des marchés boursiers, notamment américains, qui atteint un niveau extrême sur quelques valeurs, les fameux 7 magnifiques sur le Nasdaq américain ou sur le S&P. 90% de la hausse du S&P est due à cette valeur, les GAFAM, Tesla et Nvidia. Ça vous inspire quoi? Une extrême concentration, 7 valeurs qui font 90% de la hausse cette année sur le S&P 500. Écoutez, jusqu'où on tire le ressort? Les sociétés qui ont des capacités à devenir des leaders mondiaux sur leur segment, on rencontre cela. On pourrait faire l'analogie avec le CAC 40. Le luxe. Une partie significative du CAC 40 est tirée par 3 valeurs du luxe qui ont réussi à construire un positionnement inédit sur les marchés mondiaux. Mais vous savez, c'est pas une question de savoir si c'est sain ou c'est sain. Les indices ne reflètent que l'univers investissable pertinent pour le reste du monde. Donc le CAC, pour ne parler que de l'indice que je connais le mieux, ne reflète que la liquidité et le flottant des 40 entreprises qui ont la liquidité et le flottant le plus important. Donc, quand vous investissez dans le CAC, vous investissez dans ces 40 ces entreprises les plus importantes. Il se trouve que 3 d'entre elles sont des sociétés du luxe qui sont des leaders mondiaux. Et donc, elles ont une valorisation avec des multiples qui sont très élevés. C'est la réalité des entreprises cotées à Paris. C'est moins vrai cette année pour LVMH qui fait des... Mais c'est pour ça que je dis que la réflexion que vous soulignez sur les GAFAM ou les 7 merveilleuses, ou peu importe, ça va changer de nom 3 fois en fonction du nombre et des acronymes, mais on voit bien de quoi vous voulez parler. Elle existe à une échelle évidemment différente pour les gens qui deviennent leaders mondiaux et qui ont des capitalisations qui s'accroissent. Justement, la capitalisation s'est accrue d'Euronext, on finit là-dessus, de 20%, hausse du cours 20% en 6 mois. Le momentum est favorable sur Euronext, il se passe quelque chose là? Écoutez, c'est aux investisseurs de le dire, mais quand on regarde l'output du sentiment des investisseurs, ça semble être le cas, tout simplement parce que nos multiples sont encore très bas, que beaucoup d'investisseurs trouvent que... 13 fois les résultats de 2020. Oui, que par rapport à nos concurrents, c'est quand même beaucoup plus bas, que beaucoup d'investisseurs ont dû considérer que c'était un bon point d'entrée, que la société n'a jamais été aussi forte, je vous l'ai dit en introduction, après l'intégration de la compensation. L'intégration de la compensation, quand même, c'est depuis lundi, tout simplement des revenus très importants qu'on intègre qui autrefois étaient facturés par le groupe London Stock Exchange à travers sa filiale à Paris et qui maintenant sont facturés par nous. Combien? C'est une partie significative des synergies qui nous permettront d'atteindre 70 millions à la fin de l'année en run rate synergie. Donc ça, c'est très important. L'optionnalité que ça crée pour développer le groupe, vous savez, on va être la 3e plateforme de clearing, de compensation en Europe, après Eurex et après la filiale de London Stock Exchange à Paris. Donc, le fait d'être le 3e gros acteur intégré en Europe, c'est quand même une société fondamentalement différente de la société fragile, vulnérable et qui inspirait la commisération générale en 2014 et 2015 quand Euronext a arrêté. Ça, tous les investisseurs ne l'ont pas bien réalisé, d'où l'écart entre... le price earning ratio de 13 pour vous sur 2024 versus 21 pour la moyenne du secteur. Absolument. Comment on réduit cet écart? En étant plus explicite et surtout en rendant plus visibles nos ambitions. Vous savez, ce dont nous avons peut-être souffert beaucoup, c'est que moi je considère que l'actif principal de l'entreprise, c'est la crédibilité. Donc on passe notre temps à sous-promettre et à sur-délivrer. Et on le fait de manière systématique depuis 8 ans pour protéger le principal actif qui est la crédibilité. Parce que quand les gens croient ce que vous dites, vous pouvez lever de l'argent, transformer des objets. Quand les gens arrêtent de croire ce que vous dites, quand vous parlez, ça devient du bruit. Donc je protège la crédibilité du groupe. La contrepartie, c'est que vous faites moins rêver que si vous racontez des histoires avec un t-shirt noir, une oreillette en disant « change of paradigm », etc. Nous ne faisons pas ça. Et donc, nous allons reconquérir cet écart de multiples en continuant à ce que nous faisons, je crois, de manière extrêmement rigoureuse depuis 8 ans. On délivre, quitte à être perçu parfois comme étant plus ennuyeux que les autres qui font rêver, mais en délivrant plus que ceux qui font rêver. Et je crois que
c'est ce qu'on commence à payer parce que le groupe n'a jamais été aussi fort. Vous savez, quand le groupe valait 100 € il y a quelques années, au pic des volumes et quand les taux étaient les plus bas, la société était en réalité fondamentalement plus fragile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte avec cette intégration verticale, avec 1,5 milliard de chiffre d'affaires, avec 2 milliards à la banque, avec des revenus nets financiers qui sont supérieurs au coût de la dette. L'entreprise est beaucoup plus forte, avec des perspectives de croissance dans des revenus diversifiés, comme on a parlé de la dette, du traitement de la dette européenne, etc. Bon, il est bullish sur Ronext. Le groupe est fort. Le groupe est fort. La gestion des coûts est très différente de tous nos autres concurrents. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à réduire leurs coûts en période d'inflation. Ben, nous, on le fait parce qu'on travaille plus dur et parce qu'on s'impose une assise plus forte. Et ça permet de générer de la performance et de s'engager dans un plan de croissance très ambitieux. Bon, et en 10 secondes, si pour ceux qui vous regardent, qui n'ont pas d'action Ronext en portefeuille, vous leur dites quoi? Ben, je leur dis, en synthèse, achetez avant qu'il soit trop tard. Allez, merci de passer nous voir. Donc Stéphane Boujnah, le président du directoire de Ronext, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et à voir en replay tout à l'heure à 14 h. Merci. Merci à vous.